Le caporal épinglé de Jacques Perret, adapté par Jean Forest et l'auteur, avec François Perrier dans le rôle du caporal. Musique de Maurice Jarre, réalisation Albert Riera. Prisonnier dans un stalag de la banlieue berlinoise, le caporal tente pour la 3e fois de s'évader. 2 camarades l'accompagnent, le breton Kerfaou et le parisien Biron. Les 3 hommes qui ont trouvé refuge dans un cimetière berlinois cherchent les moyens de rentrer en France. La nuit, les voies de garage, les voies de triage, des feux blancs, rouges, verts, un brouillard de fumée. Dans le couloir sombre qui s'allonge entre 2 convois, une ombre sourde va de wagon en wagon. Contre le petit grillage qui protège la feuille de route se colle une lampe de poche voilée de bleu et capuchonnée d'une main arrondie. C'est Kerfaou qui cherche le beau wagon de la liberté. Dresde, Leipzig, Munich, 0. 0, rien pour la Chapelle et rien pour Noisy-le-Sec. Ailleurs, c'est Biron qui cherche aussi. Furteur de fourgon, petit rat de petite vitesse à l'œil phosphorescent. Brême, Hambourg, Stettin. 0. 0. Rien pour la Chapelle et rien pour Noisy-le-Sec. Hey da, was machen Sie da? Kommen Sie mal her. Un jour, ça finira mal, et l'un de nous manquera à l'appel de minuit dans la cabane du fossoyeur. Déçus alors par la course au wagon merveilleux, nous essayons une fois encore de la chasse aux faux papiers, de piste en piste et de taverne en taverne. Aucun de nous 3, hélas, n'a vraiment l'étoffe d'un maniganceur de bar ni l'expérience du jeu. Kerfaou ne daigne, Biron est trop régulier et je manque un peu de conviction. Enfin, on s'y est mis quand même, bien sûr, n'ayant pour tout apport qu'une 50aine de marques, nos mines de pigeons éthiques, et notre impressionnante crédulité en ce qui concerne la solidarité compatriotique. Un soir que nous l'attendions dans un bistrot, Kerfaou s'amène, le pli de la conspiration entre les sourcils. Voilà, je viens de la taverne de l'Ours, où quelqu'un m'a proposé des fafs. Des fafs, dis-tu? Ah oui, c'est ce que j'ai compris. Mais que sont au juste des fafs? Oh, des fafs, c'est des fafios. C'est un diminutif, quoi, fafio, faf. Oui, évidemment, fafio. Mais encore. Alors, on l'a franchi, le baron? Mon cher baron, cette ignorance t'honore. Sache pourtant que dans certains milieux, on désigne sous le nom de faf ou fafio la chose même dont nous rêvons, à savoir des faux papiers. Merci, mes amis. Je reviens tout de suite. Et nous le vîmes s'éloigner de cette démarche fortement chaloupée qui trahissait chez lui l'intime et profonde satisfaction. Le vendeur de faf, hélas, avait des prétentions exorbitantes. Ainsi, nous avons visité des camps lointains à la poursuite de filières douteuses, hanté des halls de gare à la recherche de permissionnaires fourgueurs de permes. Nous avons bu dans des bars fumeux parmi leur clientèle d'oisifs aux aguets. Nous avons eu des rendez-vous, des prises de contact, des entrevues, des hochements de tête mystérieux, des mine de rien tient à langue. Nous avons rencontré des gangsters à sang de navet, des micelles sentencieux, des fricoteurs pour pas cher, des brochetons voraces, des enfants de salauds, des goujats, et même un ou 2 flibustiers de grande allure. Hélas, on nous proposa plus de complets que de passeports, plus de vrais cafés que de bons Ausweis, plus de filles que de permissions. Tout était bien trop cher, et les fafs plus chers encore, et toujours douteux. Difficile au surplus de jouer les malabars. Quand on n'a pas de papier, il faut fermer sa gueule. Alors on attendait naïvement de trouver le bienfaiteur, ou le bon gars qui nous dépannerait pour 50 marks, ou pour la bonne cause. Et un soir, Kerfaou, levant son poing ganté de peau, le fit tomber énergiquement sur la table. C'est fini. J'aime mieux crever que de payer ma liberté. Pas de rançon. Disons qu'il venait précisément de se faire entauler par un méprisable petit requin qui lui avait refilé un passeport inutilisable pour 40 marks. Autant dire que nous étions ruinés. Quelques pfennig furent encore sacrifiés un soir pour une dernière tournée à la Keller, vaste taverne en sous-sol près de la gare de Potsdam.
En fin de journée, elle se remplissait de groupes interlopes, remuant, palabrant ou chuchotant, et nous rêvions d'attraper une aubaine au vol dans ce bas lieu de la combine et du trafic. Ce soir-là, nous vîmes arriver Kerfaou, tout bouleversé d'indignation. Il venait d'un bar de la Friedrichstrasse où, fort imprudemment, il avait enlevé un de ses gants pour prendre son demi de brune. Une petite fripouille, remarquant alors l'éclat de sa chevalière, lui en avait proposé sur le champ 500 marques. Le son de Kerfaou ne fit qu'un tour, le nôtre aussi, par amitié. L'impudence de ces fripons est quelque chose d'inouï. Mais attendez, vous ne savez pas tout. Il but une gorgée de bière et laissant flotter ses gros yeux dans l'épaisse tabagie. Cet homme dont je veux ignorer s'il est français, cet homme avait de son propre aveu l'intention d'acheter cette bague pour le compte d'un général allemand. Nous eûmes aussitôt l'intolérable vision du général von Truck, bombé dans ses parements rouges et portant à sa visière une main raide où brillait le blason des Kerfaou, bassement usurpé. Et le drôle insistait. « Fourgue-moi la bagouze », disait-il dans son langage ignoble. C'est à la faveur de cet incident que nous avons renoncé à circonvenir la liberté dans les bars frelatés pour essayer une fois encore de la forcer en race campagne. Pour ma part, j'avais d'ailleurs une préoccupation nouvelle, mes entrevues avec Thomas. Thomas est un vieux copain du Friedrichsfeld qui, par multiples relais, m'a fait tenir un mot pour me proposer son aide. Chef d'un petit commando en or, il jouait effectivement d'un privilège rarissime, sortir tous les matins dans Berlin avec un collègue pour chercher le jus de ses hommes. Grâce à lui, notre ravitaillement s'est bien amélioré, car il me refile presque chaque jour vivres et tabac dans le secret d'une Vespasienne des environs de Lierbahnhof. Tous les matins, je lui emboîte le pas jusqu'au moment où, pris d'un besoin ponctuel autant que factice, Thomas confie la garde du bouteillon à son équipier pour s'isoler dans l'édicule. La prise de contact n'est pas toujours instantanée à cause des gens qui s'attardent, se succèdent, n'en finissent pas, tandis que patients nous attendons d'être seuls. Alors, le bon Thomas sort de sa poche le paquet de biscuits, puis nous échangeons des billets, quelques mots utiles, et nous rendons enfin la place aux pisseurs de bonne aloi. C'est au cours d'une de ces entrevues où, côte à côte, en mâle posture et mine de rien, nous scellions d'un coup d'œil oblique le pacte des grandes amitiés clandestines que Thomas me révéla son désir de partir avec nous. En échange de quoi, il me passe à une liste de tuyaux à vérifier. Nous avons perdu 3 jours à vérifier qu'ils étaient crevés. Il faut se résigner maintenant et reconsidérer une indication de Polo. Ce bon Polo, chez qui nous allons encore parfois à tour de rôle nous offrir une bonne nuit. Il s'agit du prochain départ d'un train de permissionnaires pour Paris. Si rien de sérieux ne se présente d'ici là, eh bien, on se rabattra d'un cœur penaud sur ce banal expédient qui m'a toujours conduit droit à l'échec. Après-demain, ça fera 5 semaines que nous traînons dans le Gros Berlin, et depuis quelques jours, vague impression, je me demande si tout en cherchant la sortie, nous ne sommes pas un peu retenus par les plaisirs du jeu. Nous filons en douce le parfait amour avec la liberté farouche et fragile, séduite à coups de tenaille, épousée en secrètes noces, et nous essayons peut-être, à notre insu, de rabioter sur la lune de miel. Kerfaou, à sa manière, lui aussi a flairé cet autre piège. Attention, mes amis, nous allons nous embourgeoiser dans l'insécurité. En général, c'est l'instant que choisit l'adversaire pour... C'est le coup de cravate qui nous pend au dergeau, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ajoutez à cela quelques scrupules à l'endroit de nos camarades qui, du fond de leur prison, n'allaient tout de même pas indéfiniment sacrifier leurs biscuits pour soutenir nos entreprises languissantes. Et alors, nous voilà résignés à la solution bête et hasardeuse du convoi de permissionnaires, celui dont nous a parlé Polo, et qui part après-demain soir. Je vais lui faire mes adieux aujourd'hui au bon Polo, qui, au demeurant, se détache un peu de nos affaires tellement il a de soucis personnels sur les bras. Et en plus, il vient de se casser un bras. Il n'y a plus de Polo, mon gars. C'est la mort du petit cheval dans les bras de la grosse rêche. Et puis je vais te dire, ça commence à sentir le brûlé dans mon coin. Ça va devenir malsain pour vous aussi. Te casse pas la tête, mon petit Polo, on se tire tous les 3 après-demain et je viens de faire mes adieux. T'as raison. Vous pouviez pas continuer cette vie-là. Ouais, surtout qu'on va être 4 maintenant. Un autre copain qui fait la malle demain. On va même lui donner un coup de main.
Et tout le monde à Potsdam au train de midi. Bah, c'est pas sérieux tout ça. Enfin, je vais toujours te présenter un ami qui doit prendre le convoi. Mais tout ce qu'il y a d'officiel est réglo, lui. Ça, je l'attends. Il s'appelle Gaston. Tu verras, un homme sérieux. On peut lui demander un service, quoi. Pas mal, en effet, ce Gaston. Pas du tout le même genre que Polo, d'ailleurs. Habillé avec soin, veston croisé, allure austère, le front grave d'un homme qui aurait beaucoup encaissé, beaucoup rendu, et payé son prix l'art de se tenir à carreau. Il me considère d'un œil sagace, pose du bout des lèvres 2 ou 3 questions brèves et pertinentes, m'écoute et ménage quelques instants sa décision. Bon, eh bien d'accord, on essaiera de vous donner un coup de main. D'avance, on peut rien dire. On verra comme ça se présente. 4, c'est beaucoup, en tout cas je pourrais toujours vous tuyauter, renifler le vent et signaler les coupures. Ça peut servir. Ce Gaston n'est pas négligeable en effet. À défaut de complicité active parmi les voyageurs, nous avons toujours une sympathie, et ça compte. Nous prenons rendez-vous pour le surlendemain sur le quai de Potsdam et je fais mes adieux à Polo. Ainsi, j'arrive à la fin de mon séjour, irrévocablement, et la décision est en poche comme une place retenue et payée. Dans le métro qui m'emmène à Berlin, je fais mon petit bilan et me dis « Bravo, je te félicite. Tu as battu le pavé de Berlin pendant 5 semaines pour en arriver tout bêtement à l'aventure du train, sans papier ni billet, comme un novice. Enfin, si tu te fais piquer, t'auras toujours gagné 5 semaines de vadrouille. De quoi faire la conversation pendant les soirées d'hiver au coin des barbelés. En vérité, non. Non, je ne pars pas battu. J'ai même l'impression que la fortune tiendra compte de mes efforts consciencieux et que j'aurai enfin ma moyenne à l'examen de passage. Ah, le passage pour 4, ça va être dur à réussir. D'autant plus qu'on sera peut-être 5. Thomas m'a transmis le désir de Fredo, un autre ancien de Friedrichsfeld, qui est prêt à partir avec nous. Juste un petit coup de main à lui donner pour le sortir de son usine. Enfin, on ne sait pas. L'effet de masse peut intimider la fortune. En sortant du métro et en attendant la nuit, je me décide à me faire couper les cheveux. Il est temps, je ne peux plus balader impunément dans la ville cette sorte de clodo mérovingien, un véritable défi à l'Europe nouvelle. Je suis tombé sur un charmant coiffeur, d'ailleurs. Il m'a pris pour un travailleur civil, naturellement. Lui-même était prisonnier en France, en 14-18, et sa paire de ciseaux claque joyeusement à mes oreilles, à l'évocation de ses souvenirs de jeunesse. Wissen Sie, auf dem Bauernhof, wo ich zwischen 1914 und 18 Kriegsgefangener war, stand jeden Tag Butter und Schinken auf dem Tisch. Das waren noch goldene Zeiten, kann ich Ihnen sagen. Et le jour où j'ouvrirai un salon de coiffure, je serai peut-être heureux, moi aussi, de tomber sur un client à qui je puis parler de Lichterfeld. Tout en devisant, le gentil coiffeur me fignolait une vraie nuque à la prussienne. Et quand il me présenta son travail dans l'image réfléchie du miroir à main, mon sang ne fit qu'un tour. Toute la partie postérieure de la tête avait passé à l'ennemi par surprise. Wie gefällt Ihnen dieser Haarschnitt? Ist es recht so? Dankeschön. Eh oui, toujours faible avec les coiffeurs. J'ai laissé un pourboire royal et sitôt dehors un front honteux parti de la nuque se développa tout au long de l'échine. Relevant aussi haut que possible le col de mon boléro, je m'engageai d'un pas vif sur le chemin du cimetière par une longue avenue dérobée. La nuit tomba pendant le parcours et le vent se mit à souffler, un vent glacé qui venait de Poméranie. L'hiver se cramponne ici. Mais sûrement qu'à Paris, les merles sifflent déjà dans les bourgeons de marronnier. Doucement, doucement, hein. Me voici arrivé dans la rue du cimetière. Elle est déserte, mais je vois à l'immeuble d'en face une ombre qui se détache sur une fenêtre éclairée. Un vrai défi à la défense passive. Cette ombre-là doit avoir de graves préoccupations intimes. Sûrement plus emmerdée que moi. Ah, il a éteint la lumière. Mais je sens qu'il est toujours là, planté dans le noir, à se régaler bêtement d'un effet de lune sur le cimetière. Même s'il n'en a pas envie, il peut me voir escalader la palissade et je ne tiens pas du tout à aggraver son cas. Mais oui, le pauvre homme a bien assez de soucis comme ça. Je m'éloigne donc à la recherche d'un autre accès que je trouve difficilement à l'autre extrémité. J'escalade et retombe à 4 pattes sur une terre meuble et fraîche qui me reçoit en silence. Les déblais d'une tombe fraîchement creusée? Naturellement, ici on se fait des idées. Mais non, ce n'était qu'un tas de terreau. Et me voilà parmi les marbres et les granites, enjambant sous la lune des ombres de croix, de colonnes et d'urnes. Dans le civil, je ne fréquente pas assidûment les nécropoles et je ne suis pas de ceux qui disent à la légère « Je vais faire un tour au cimetière ».
car j'en fais bien une dizaine chaque fois avant de trouver la sortie. À plus forte raison la nuit. Errant d'avenue en avenue comme le touriste égaré dans Herculanum ou le voyageur perdu dans les mirages d'une forêt pétrifiée, je cherche en vain la cabane où les copains m'attendent. Et je traîne toujours en zigzag parmi les dalles et les carrefours glacés. C'est encore le fantôme qui a un verre dans le nez, ou le permissionnaire qui cherche en vain sa tombe. Je ne vois pas encore l'envol des suaires claquant dans les cyprès ni les chupons en squelette postés dans les buis, mais n'empêche qu'à la longue, ça n'est pas très rigolo. Et toujours ce froid dans ma nuque rasée. Enfin, ayant méthodiquement parcouru toutes les diagonales et me repérant à la lune, je découvre l'ombre de la cabane posée sur un tertre comme l'arche de salut. Ce n'est rien qu'un prétentieux petit arrosoir sur lequel j'ai buté, mais l'ustensile croit bien faire en résonnant comme un chaudron de sorcière. Silence total à l'intérieur de la cabane. Les copains doivent être sur les dents. Doucement, je m'approche et entr'ouvre la porte. Rien qu'au nez, je sais qu'ils sont là. C'est comme une odeur de famille. Bonsoir, c'est moi. Eh ben, mon vieux. On commençait à prendre le deuil. La veille du départ fut en partie consacrée à l'évasion de Thomas et Fredo. Opération facile étant donné qu'ils travaillaient à Berlin en commando avec les privilèges consentis aux bons et fidèles prisonniers. Je m'étais réservé le coup de main à Thomas et l'affaire commencée dans notre PC Vespasien fut heureusement conclue dans une roulotte abandonnée d'où il sortit déguisé en pimpant débardeur à maillot rayé. Cependant que Biron et Kerfaou prêtaient assistance à Fredo, qui ne voyait encore dans l'évasion qu'un problème d'habillement. La fortune sourit aux bien vêtus, disait-il, et au bout d'un an d'efforts, il avait rassemblé tous les éléments de la réussite, à savoir un costume comme les grands bourgeois de Berlin n'en avaient plus. Au buffet de la gare de Lehrter, où nous avions rendez-vous, il apparut en effet flanqué de Kerfaou et Biron comme un candidat conservateur accompagné de ses hommes de main. Vous m'excuserez, mais ça faisait partie de mon système. Si ça doit gêner le vôtre, bien entendu, je suis prêt à me rouler dans la boue, à me mettre en bras de chemise, à me déchirer le pantalon. Oui, allez, pas de gâchis, hein. Chacun fait son cinéma à son idée. Et les plus gênés, ce sera pour nous, d'ailleurs. Je dois dire que Fredo, comme l'y obligeait son personnage, nous paya royalement 2 tournées de brune et déballa sur ses genoux un merveilleux colis surprise plein de biscuits, tabac et chocolat. Le trésor fut immédiatement pillé sans trop nous soucier du lieu public où ces vivres de luxe pouvaient scandaliser la clientèle. Il est vraiment temps de quitter Berlin où de jour en jour s'affermit en nous le sentiment pernicieux de notre immunité. En sortant du bistrot, nous prenons congé de Thomas et Fredo qui vont reconnaître un petit lac de travailleurs civils où ils sont, paraît-il, attendus pour coucher. Alors non, ça ne vous dit rien. Bah, tu sais, ces endroits-là, c'est très mélangé, on respire mal. Et puis, au cimetière, nous, c'est vrai, on a nos habitudes. Les morts ne parlent pas. Ah oui, on est sûr de pas être fendu. Comme vous voulez. Mais je garantis la planque. Des gars très bien. Au 7e étage, dans une petite rue tranquille. Mais vous passerez au moins une dernière nuit confortable. Mais ils sont une quarantaine en popote avec un surveillant gâteux. Ah, justement, c'est les pires. Allez, écoutez, de toute façon, vaut mieux se séparer. Alors, rendez-vous demain midi sur le pont de Lehrter, hein. Nous, on va étudier la piste. Kerfaou, Biron et moi, le trio de base, nous décidons en effet de procéder à la reconnaissance des aménagements intérieurs de la gare de Potsdam. Il faut prévoir le cas où les billets de quai n'étant pas admis pour approcher le convoi, il nous faudrait recourir aux méthodes irrégulières. Nous nous flattons d'ailleurs de faire en 3 coups d'œil l'estimation d'un lieu quelconque sous le rapport de ses issues, échappatoires, débouchés et autres biais évasifs. En fin de compte, vu le nombre des partants, Biron préconise un expédient traditionnel. On fera une salade au portillon. On se casse dans la pagaille et on enjambe les chaînes, d'accord? Ah, méfiez-vous. Certaines foules aujourd'hui sont frappées d'apathie. Fais-nous confiance, va. Où il y a 3 Français, le bordel est garanti. Après quoi, le trio lui-même se disloqua en attendant la nuit. Liberté de route et de manœuvre. Chacun s'en va à travers la ville, de strasse en strasse et de platz en platz. La semelle traînante, mais l'esprit à l'aise et le cœur dispo maintenant que la décision est prise et l'heure fixée. Demain, 18h15, Potsdam-Bahnhof. Très bon souvenir de cette dernière balade à Berlin. Du tabac dans la pipe, un paquet de gros culs dans la poche, et même une éclaircie dans le ciel. Une tiédeur printanière, une pimpante atmosphère de veille de fête. Et je déambule aux alentours du zoo,
dégustant le bien-être ineffable des temps morts au seuil de l'action. Mais le temps se gâte au crépuscule et le trio se reforme à 8 heures sous une giboulée de neige qui nous accompagne jusqu'au cimetière. Et là, manque de peau pour la dernière nuit, la clé, une fois encore, n'est pas dans sa cachette. Nous voulons nous abriter sous l'appentis, mais la giboulée s'y abat de plein fouet et nous voilà une fois de plus errant parmi les sépultures à la recherche d'un toit que Biron découvre enfin dans une petite chapelle funéraire désaffectée. Par ici la bonne crèche, les enfants. Il y a de la place pour tout le monde. Et nous voilà blottis dans le courant d'air, des vitraux cassés, la tête sur les immortels, les pieds sur l'épitaphe. S'y gisent 3 loques-dus en chien de fusil, sur le froid porphyre, cynique dépouille virée du caveau par la coalition des ancêtres. Nous avons dormi là, d'un sommeil de plomb. Jusqu'au matin, où les rumeurs de la cité vivante nous arrivent transfigurées dans l'épaisseur de nos ténèbres. Près de moi, Kerfaou se soulève un peu comme un ressuscité. Miracle! Bon Dieu, mais on s'est oublié. Qu'est-ce que c'est? Le jugement dernier. Debout les morts. Nous nous levons fripés, transis et tout vacillants, cherchons à nous orienter en ce bas monde. C'est pas compliqué. Si on est au Père-Lachaise, l'avenue Gambetta, elle est là devant nous. Apercevant alors 2 gardiens fossoyeurs qui vont à leur travail munis de leurs instruments rituels, une inspiration collective nous immobilise tous les 3 en position recueillie devant le mausolée d'un nommé Otto Schulz. Malgré leur extrême surprise, les fossoyeurs s'éloignent, laissant les 3 pieux orphelins à leur douleur matinale. Le plus épaté, c'est encore Schulz. Prions pour son âme, elle nous vaudra saint. Qu'elle nous guide vers les chemins du salut. À Belleville, rue des Amandiers. Amen, foutons le camp. L'émotion fut bientôt dissipée dans une matinée radieuse et l'équipe se rassembla au grand complet à midi pour aller déjeuner aux frais de Thomas et Fredo. Pour notre dernier jour, ce fut notre premier déjeuner au restaurant. Tout se passa très bien, sauf que nous redemandâmes 3 fois du pâté de poisson sans ticket, que Biron tapa sur son verre pour réclamer du café et qu'enfin le café bu, nous voulûmes une 4e portion de pâté de poisson. Mais Fredo laissa sur la table un pourboire qui valait une rançon, devant quoi le garçon s'inclina très ému. Auf Wiedersehen, ma mère. Ça me ferait bien un sourire. Après quoi, nous décidâmes de tuer le temps jusqu'à l'heure du train en allant au cinéma, toujours aux frais de notre banquier Fredo. Le film était une édifiante cucuterie sur la vie en plein air universellement rédemptrice et libératrice, tu parles. Enfin, tout se passa bien, sauf que Biron et moi nous dûmes par 2 fois écraser quelques pieds en allant pisser notre bière aux toilettes. T'as vu le fait fait belle en passant? Si je lui ai écrasé les nougats, un régal. Mais t'as raison, faut profiter des occasions. Enfin, vers le milieu du film, l'écran fut traversé par un fulgurant express de cinéma dont la disparition au point de fuite nous fit tressaillir sur nos fauteuils. Il s'agissait effectivement d'un intersigne, car peu après, Kerfaou, qui avait la montre, se pencha pour nous dire « Messieurs, c'est l'heure. Il faut partir. » C'était Le Caporal épinglé de Jacques Perret, adapté par Jean Forest et l'auteur. Musique de Maurice Jarre. François Perrier était le caporal, R.J. Chauffard, Kerfaou, Paul Barré, Biron, Raymond Pélissier, Thomas, Jacques Sapin, Fredo. Réalisation Albert Riera. Ces épisodes, les 40e, 41e et 42e, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 27, 28 et 29 novembre 1958. Le roman de Jacques Perret est édité chez Gallimard. Vous pourrez réécouter tous les épisodes du Caporal épinglé sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture. Et demain, à la même heure, dans les Nuits de France Culture, les 3 derniers épisodes du Caporal épinglé.